Le Ladakh, ou Petit Tibet, est un des derniers bastions du bouddhisme tibétain. Dans ce pays qualifié de pays des lamas, vivent de grandes communautés de moines rassemblés dans de prestigieux monastères. Ceux-ci sont encore et toujours aujourd'hui des lieux d'enseignement, de culture, d'études, de rencontres et de contemplation. Une foule nombreuse de Ladakhis se rassemble chaque année dans l'enceinte des grands monastères, comme ici à Émis, pour vivre le festival, fête à caractère et fonction hautement sacrée. Sous les regards attentifs, amusés et parfois craintifs des spectateurs, les danseurs, uniquement des moines ayant suivi une longue formation, évoluent dans une chorégraphie où chaque pas, chaque geste est codifié par des textes très anciens. Parmi la foule nombreuse et colorée, nous avons remarqué la présence discrète d'un grand nombre de jeunes femmes et très jeunes filles revêtues de la robe pourpre. Il s'agit de religieuses qui, tout comme un chacun, dévorent le festival des yeux. La danse, la musique sont et restent le domaine exclusif des moines. Les danses rituelles nommées Cham sont un moyen efficace pour vaincre les obstacles qui s'opposent à la doctrine. Elles symbolisent la lutte que se livrent les forces de lumière et les forces obscures. Elles se terminent toujours par la victoire de la lumière sur les ténèbres. Autrement dit, il aura fallu vaincre l'ignorance pour libérer la connaissance. À l'ombre de ces grands monastères, de leurs cérémonies fastueuses et de leur importante communauté de moines, nous avons découvert tout un monde de femmes, des religieuses, jeunes et moins jeunes. Nous avons voulu savoir qui sont ces femmes, et particulièrement ces jeunes filles qui ont pris la robe. Y aurait-il, au pays des lamas, à côté des moines et de leurs grands maîtres, des communautés de moniales à l'existence si discrète qu'elle nous est méconnue, voire inconnue. Des nonnes venues des quatre coins du pays se réunissaient pour la toute première fois en juillet 2001 dans la petite ville de Leh, la capitale du Ladakh. Cet événement exceptionnel et jusqu'alors unique visait un double objectif. Le premier objectif était d'ordre religieux. Il s'agissait de réciter pendant 3 jours des prières à Tara, considérées comme le Bouddha féminin. Le deuxième objectif était quant à lui d'ordre social. Les religieuses bouddhistes ladakhis voulaient saisir l'occasion de se sortir de l'ombre afin d'être davantage reconnues et valorisées par la société d'aujourd'hui. Il y a environ 8 ans qu'il y a eu une conférence de femmes bouddhistes ici au Ladakh. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'au fait, le rôle de la nonne, il est très bas. Et puis que les nonnes, elles ont beaucoup de problèmes. Disons que si une fille, elle n'a pas été jolie ou très intelligente, on l'a mis dans les robes. Et puis après, elle est devenue nonne. Et puis elle est restée à la maison pour travailler, quoi, dans les champs, avec les enfants ou avec les animaux.
Annie Padmo, qui, elle a étudié d'être médecin, Amchi, donc dans la tradition tibétaine. Quand elle est rentrée au Ladakh, elle est d'origine d'ici, elle a décidé de faire quelque chose pour les nonnes. Et c'est de là que c'est né la Ladakhi Nuns Association. Et ça a commencé tout petit, et il n'y a que 6 ou 7 ans, et puis voilà, maintenant ça c'est l'origine de tout. C'était en 1994, alors que je revenais du collège médical de Dharamsala. J'ai lu un article concernant les sœurs du Ladakh, écrit par un professeur indien qui enseignait au centre d'études bouddhistes au Ladakh. Ce grand article parlait de la vie des sœurs, leur éducation, leur enseignement monastique et leurs pratiques. L'article était écrit en hindi et ce fut pour moi un grand choc car il expliquait que les sœurs travaillaient comme ouvriers, qu'elles avaient une vie très dure. J'ai donc décidé de le rencontrer pour vérifier si l'information était vraie. Je suis allée à l'université et là j'ai découvert que c'était bien vrai. À quelques 20 kilomètres de Leh se dresse l'impressionnant monastère de Tiksé, où vivent une centaine de moines. En contrebas et à l'ombre de celui-ci, un groupe de nonnes est occupé à des travaux de terrassement. Nous avons mené une enquête pendant 3 semaines dans les couvents des alentours. C'était vraiment très choquant parce que presque partout la tradition meurt. Il ne reste que 3 ou 4 vieilles sœurs. Elles n'ont pas de programme d'éducation, il n'y a personne pour s'occuper de leur santé et elles oublient les pratiques et la doctrine. Dans beaucoup d'endroits, j'ai vu les sœurs travailler dans des magasins, comme ouvriers de voirie et dans beaucoup de maisons dans le village, comme servantes domestiques. Les servantes sont payées, mais pas les sœurs. Elles sont exploitées. Il y a beaucoup d'exploitation dans la société. Elles ne peuvent pas se marier. Elles ne peuvent pas non plus recevoir l'ordination complète comme une véritable sœur. Elles sont donc comme des esclaves, totalement exploitées. Quelquefois, elles veulent suivre des cours, mais il y a beaucoup de discrimination. Les moines disent que comme elles travaillent à la maison, dans le village, depuis des millénaires, elles ne peuvent pas prétendre porter les robes jaunes qui permettent de recevoir l'enseignement et de s'asseoir avec les membres de la Sangha. Ils découragent les sœurs. Elles sont une vingtaine, âgées de 40 à plus de 80 ans, à se retrouver une fois par mois dans une dépendance du monastère mise à leur disposition par les moines de Tiksé. Contrairement aux moines de Tiksé, ces nonnes n'ont pas de locaux à elles pour prier et se loger. Elles n'ont donc pas d'autre choix que de vivre seules ou dans leur famille et de travailler dur pour subvenir à leurs besoins. Toutes ces femmes ont pris la robe très jeunes. Elles insistent pour nous dire qu'il s'agissait bien de leur propre choix et qu'elles n'ont subi aucune pression parentale.
Les moulins à prière tournent, les prières s'envolent vers les dieux et les générations se succèdent. Lobsang, Dolma, Padma et Thukten, ces 4 jeunes filles sont bien les représentantes d'une nouvelle génération de nonnes au Ladakh. Plus instruites, mieux formées, elles évoluent très à l'aise dans la société d'aujourd'hui. Il faut dire que toutes les 4 étudient dans des institutions bouddhistes. Le Ladakh ne possédant pas d'établissement d'enseignement supérieur, les études sont poursuivies dans la grande majorité des cas à Dharamsala, à Dehradun ou dans le sud de l'Inde, au Karnataka. Porter la coiffe du guéché est le rêve de beaucoup de jeunes nonnes. Nous sommes au siège de la Ladakh Nuns Association, association créée en 1996 dans le but de réhabiliter les nonnes dans la société ladakhi. Ce lieu fonctionne aussi comme centre d'accueil et de formation pour les jeunes nonnes. Annie Palmo, plus précisément le docteur Tsering Palmo, en est la fondatrice et la cheville ouvrière. Beaucoup trouvent ici une ambiance propice à l'étude et à la méditation. Dans le passé, par exemple, s'il y avait 5 filles dans une famille, les parents voulaient que la plus jeune devienne sœur. À cette époque, devenir sœur signifiait prendre soin des parents au moment de leur vieillesse ou malade, laver les vêtements, cuisiner, tout faire. C'était la coutume. Quand les parents décèdent, la sœur n'a d'autre solution que d'aider son frère, s'occuper de ses champs, de ses enfants, travailler dans la maison, faire la cuisine, le nettoyage, la vaisselle, tout.
Elle n'est pas payée. Elle a la tête rasée, mais est habillée comme une personne ordinaire, mais on l'appelle sœur. Très peu d'entre elles avaient l'occasion d'étudier et de pratiquer. Peut-être 2% à cette époque. Annie Palmo incarne pour beaucoup de jeunes filles un exemple à suivre. Elle représente en effet l'espoir de rompre avec l'isolement et l'ignorance, l'espoir d'accéder à l'enseignement et à une vie meilleure et plus digne. Suivons-la dans quelques-unes de ses très nombreuses activités où elle sera tour à tour médiatrice, médecin amchi, enseignante, éducatrice, formatrice. Annie Palmo, cette femme d'exception, nous a confié qu'elle rêvait depuis son enfance de devenir religieuse et médecin. Après des études à l'Institut de médecine tibétaine de Dharamsala et son ordination par sa sainteté le Dalai Lama, elle sera la première nonne ladaki à porter le titre de Amchi, c'est-à-dire de docteur en médecine traditionnelle tibétaine. L'opposition de ses parents à sa vocation religieuse n'a pas résisté longtemps à sa ferme résolution. Il s'agit d'une question très simple. Dans le monastère, on construit une salle de réunion et ils ont besoin de femmes pour aider au recouvrement du toit. Toutes les femmes se rassemblent pour cette tâche, mais quelques-unes ne peuvent pas aider. Et elles ont donc décidé de payer quelque chose pour cela. L'association des sœurs du Ladakh demande aux femmes de collecter des dons. Les dons consistent en une quantité d'orge. Quelle quantité d'orge faut-il donc demander aux femmes qui n'ont pas pu travailler au toit du monastère? La question est posée, il faut en débattre. Chacune des parties a été écoutée et entendue. Le différend est réglé et la satisfaction se lit sur tous les visages. La santé et l'éducation à la santé sont une autre préoccupation d'Annie Palmo. À Leh, elle a ouvert ce dispensaire de médecine tibétaine où elle reçoit régulièrement ses patients. Quant aux paysans vivant dans des zones isolées et reculées, ils sont visités à domicile.
Pas de stéthoscope pour le docteur Tsering Palmo. La prise des 3 pouls lui suffira pour être renseigné sur l'état des organes internes du patient. Le patient essaye de faire face à la douleur en s'efforçant comme il peut de sourire. Le jour touche à sa fin. La journée d'Annie Palmo n'est pas encore terminée. Ce soir, soirée cinéma au village. La vie et la doctrine de Bouddha, avec explications et commentaires de notre infatigable Annie Palmo. Tout le village se retrouve dans la cour de la ferme. Personne ne veut rater l'événement. Il faut dire que les occasions de se distraire sont ici plutôt rares. Pour sortir du cercle vicieux de l'ignorance et de la pauvreté, Annie Palmo n'a qu'un seul maître mot, éduquer. Annie Palmo traduit et commente patiemment les préceptes du Bouddha illustrés par la vidéo. Quittons-les et ses environs et allons voir comment dans les vallées les plus reculées du Ladakh, les religieuses vivent leur quotidien. Après de longues heures de bus, nous arrivons enfin à Temizgam, un village verdoyant, dominé par le château et son monastère, tous deux édifiés il y a quelques 500 ans. Aujourd'hui, le King Palace est vide et le moine gardien se sent parfois bien seul là-haut. Tout en bas, la nonnerie de Temizgam. Chaque nouvelle journée qui commence est saluée par un moment de méditation et de prière.
37 religieuses adultes et 9 jeunes âgés de 9 à 21 ans vivent dans cette communauté. Les bâtiments qui l'abritent ont été construits en 1996 grâce à une aide financière hollandaise. Pendant toute la durée des travaux, c'est-à-dire pendant 2 ans, les nonnes ont travaillé d'arrache-pied, transportant bois, sable, pierre, ciment. Avant la construction de la nonnerie, toutes ces femmes vivaient seules ou dans leur famille. Elles s'occupaient des champs, des animaux, de la maison familiale. Elles étaient presque toutes analphabètes, elles n'avaient que peu ou pas de temps à consacrer à la pratique religieuse. Après la prière, la corvée de l'eau. L'eau est précieuse, c'est elle qui fait fleurir ce désert de pierre. Toute la matinée sera consacrée aux tâches ménagères. Le reste de la journée sera ainsi disponible pour la lecture, l'étude, la prière et la méditation. Les nonnes de Temiscaming soulignent combien la vie en communauté leur est bénéfique. La solidarité qui existe entre elles leur donne davantage confiance en elles-mêmes et dans la vie. C'est ici que la plupart d'entre elles ont appris à lire et à écrire. Toutes, de la plus jeune à la plus âgée, ont une grande soif d'apprendre et de s'ouvrir au monde. Elles passent sans hésitation et avec le même enthousiasme du tibétain des textes sacrés au ladakhi, leur langue maternelle, et à l'anglais de Jessica, une jeune américaine qui consacre quelques mois de son temps à l'enseignement de l'anglais. Nous nous dirigeons vers une autre vallée, vers une autre nonnerie. Au fond d'une gorge étroite, loin de tout village, nous découvrons la Tardocheling Nunnery. Contrairement à la nonnerie de Temiscaming, qui est de construction récente, celle de Redzong a été fondée il y a environ 200 ans. Elle comptait une trentaine de religieuses qui durent bien vite se mettre au service des moines du monastère, s'élevant à quelques 2 kilomètres de là. L'étude et la pratique spirituelle furent bientôt abandonnées, faute de temps,
Et les moines s'empressèrent aussitôt de décréter les religieuses indignes de recevoir les enseignements du Bouddha, vu leur manque d'instruction et d'aptitude à l'étude. Le travail, l'âge et les conditions de vie difficiles ont eu raison du nombre de religieuses. Aujourd'hui, grâce aux efforts d'Annie Palmo et de son association, la nonnerie commence à revivre. Elle accueille une vingtaine de jeunes religieuses dont la plupart n'ont pas 20 ans. Un souffle tout neuf anime ces vieux murs, encore gardés par 2 nonnes fatiguées par l'âge. La plupart des jeunes filles ne sont pas originaires de la région. Elles viennent de différentes vallées du Ladakh et ont trouvé ici un lieu propice à l'apprentissage de la pratique et de la vie en communauté. Pour ces jeunes religieuses, il n'est plus du tout question d'être aujourd'hui les servantes des moines. Elles sont toutes animées par le désir d'apprendre et beaucoup d'entre elles s'intéressent à la philosophie. Jusqu'à présent, il n'y a pas de femmes geishé au Ladakh, c'est-à-dire pas de femmes docteurs en philosophie. En misant sur l'éducation et la formation des jeunes religieuses, Annie Palmo est occupée à révolutionner l'ordre établi au sein de la communauté religieuse ladakhi, où moines et lamas règnent toujours en maître. Dans un futur proche, des femmes, des religieuses de surcroît, auront accès aux plus hautes études. Elles pourront alors, à leur tour, donner des enseignements et guider ceux et celles qui s'engagent dans la voie du Dharma. Le chant, les litanies, les prières, autant de moyens pour purifier et pacifier l'esprit. L'été, les nonnes dorment à la belle étoile pour échapper aux piqûres des puces qui ont envahi leurs cellules. Ce qui frappe à Rizong, c'est la vétusté et le délabrement des bâtiments, ainsi que le grand dénuement du couvent. Aucune ressource, pas de structure, pas d'encadrement pour les jeunes et très jeunes religieuses. Leurs familles sont trop pauvres pour les prendre en charge. Alors, soutenues par l'espoir d'un futur meilleur, elles s'organisent comme elles peuvent. Chaque jour, elles se répartissent les différentes tâches concernant la communauté. Raser son crâne de près est un acte qui symbolise le renoncement ainsi que le caractère asexué des religieux.
En glissant des petites touffes de cheveux entre les pierres du muret, Skidpa fait à la fois une offrande et un vœu. Entrons dans la classe de philo. Les jeunes filles se prosternent pour saluer leur maître et leur montrer tout leur respect. Le moine enseignant réside à la nonnerie et toute la communauté doit subvenir à ses besoins, ce qui représente une lourde charge. L'organisation des cours de philosophie au sein d'un couvent est chose récente. En effet, dans le passé, l'étude de la philosophie était tout simplement interdite. Après avoir reçu des instructions utiles, les jeunes filles s'initient au débat philosophique. La jeune fille assise défend la thèse proposée et celles qui sont debout lancent leurs objections. Le débat n'est pas encore très animé, mais il ne s'agit que d'un début. Sous la conduite de Sonam, leur aîné, un joyeux petit groupe part faire non pas la cueillette, mais bien le ramassage des abricots, unique richesse de cette vallée. Les noyaux sont eux aussi soigneusement ramassés. Les abricots seront dénoyautés et mis à sécher dans la cour de la nonnerie. Plus tard, ils seront échangés contre du beurre, un produit très prisé tant dans le rituel que dans la cuisine. En effet, le beurre alimente les dipas, les lampes disposées sur les autels, et il permet aussi de préparer le gur gur chai, le fameux thé au beurre, très apprécié de tous. Une partie de ce beurre échangé sera aussi offert au monastère. Quant aux noyaux, ils seront cassés et les amandes pilées pour en extraire une huile dont on s'enduira le corps pour s'assurer une meilleure résistance au froid. Drolna s'occupe de l'unique vache de la communauté. Le peu de lait qu'elle donne est à partager entre son veau et les moines, et donc rien pour les religieuses.
La nonnerie reste la propriété du monastère. Et même si les mentalités commencent à changer, les religieuses auront encore pour longtemps des obligations envers les moines, qui se considèrent toujours comme leurs patrons. Les jeunes religieuses passeront au moins 5 années à Rizong. Après cette période, certaines d'entre elles iront étudier à l'étranger, si toutefois les moyens financiers le permettent, et les autres continueront à se former au Ladakh. Même si la vie à Rizong est difficile, même si l'enseignement y laisse encore trop à désirer, ces jeunes filles auront acquis une expérience certaine qui les guidera dans leurs choix à venir. Les conditions atmosphériques sont bonnes. Nous pouvons prendre la route pour Emichupacham, un village au bout de nulle part. Nous entrons dans un univers exclusivement minéral. Au fond du canyon, la rivière Zanskar commence à geler. Bientôt transformée en Tchadar, elle sera la voie quasi unique d'échange entre les vallées fermées par l'hiver himalayen et la petite ville de Leh. Quelques Occidentaux à la recherche de sensations fortes emboîteront le pas aux villageois sur cette route de glace. Les ombres de la nuit s'estompent, les religieuses de la Gompa se préparent à vivre une nouvelle journée. « 18 degrés sous zéro. Toilette du matin. Il nous semble remonter le temps. S'ancrer ici jour après jour pour regarder vivre l'hiver. Être là, prendre son temps, ouvrir grand les yeux et le cœur. Observer la vie de ces religieuses s'accomplir dans ces quelques mètres carrés de leur cuisine, pièce à vivre, lieu de prière.
Le feu, le pain, le thé, la tsampa, la sérénité, la beauté des visages, tout ici a une saveur particulière. Tout ici relève d'un peu de magie divine. Elles ne sont que 5 à vivre dans la nonnerie du village depuis un peu plus de 5 ans, c'est-à-dire depuis sa construction. Auparavant, elles vivaient toutes dans leur famille. Elles ont très peu d'instruction. Elles sont juste capables de déchiffrer le tibétain et le ladakhi et savent à peine l'écrire. Toutes regrettent que jusqu'à ce jour, leur nouvelle Gompa n'ait pas suscité de nouvelles vocations. Une fois par mois, à l'occasion des cérémonies de la pleine lune, toutes les religieuses du village se retrouvent à la Gompa et prient ensemble. Chaque matin, le rituel des offrandes a lieu dans le Dokang, la chapelle de la Gompa. L'eau, source de vie et de purification, est la plus importante et la plus précieuse des offrandes. Pendant les mois d'hiver, l'eau qui gèlerait est remplacée par du sel. Les 7 coupelles qui le contiennent sont chaque jour vidées, nettoyées et remplies à nouveau.
Les nonnes ne s'attardent pas trop longtemps dans le Dukang. Elles préfèrent prier dans leur véranda et profiter au maximum de la chaleur du soleil d'hiver. Elles prient pour que d'autres après elles viennent occuper ces lieux. Au milieu de cette immensité verticale, elles prient pour la paix et pour qu'augmente le potentiel positif de l'humanité. Elles savent que toute cause produit un effet et que tout effet est issu d'une cause.